Bon, bonjour. Je me présente, je m'appelle Félix Généreux-Marotte. Premièrement, juste pour mettre en contexte le rapport, j'ai commencé à travailler dessus en 2021 en m'impliquant bénévolement au comité Entraide Logement. Mais je m'étais lancé dans quelque chose d'un peu trop gros, puis j'avais pas eu le temps et les ressources nécessaires, fait que j'avais dû mettre ça de côté. Puis j'ai eu la chance là, en 2022 d'aller chercher un financement du FRQ, puis de demander à Martin Gallier s'il voulait prendre la direction, ben, s'il voulait me donner un coup de main avec ça. Fait que ça m'a donné la chance de le terminer, puis d'élargir là, les années là, pour lesquelles j'analyse les décisions. J'ai fait ça l'été dernier, puis on l'a publié là, en novembre. Donc, c'est juste pour mettre en contexte. Donc, euh, pour commencer, juste un peu de données pour mettre en contexte. Là, selon la SCHL, entre 2021 et 2022, le loyer moyen a augmenté là, de 13,22 pour les logements qui ont changé de locataire, contre 3,62 pour les logements dont les locataires n'ont pas changé. Donc, ça montre euh, une distinction, là, ben, que les propriétaires profitent vraiment, là, comme Chloé le disait tantôt, des déménagements pour, pour augmenter beaucoup plus les loyers. Donc aussi, on peut voir là, avec les données du RÉCLAC, là, l'augmentation des loyers sur le marché locatif est vraiment est vraiment importante dans les dernières années. Puis les associations de propriétaires, la Corpic, se plaignent là, d'un contrôle des loyers contraignant, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il n'y en a pas là, de contrôle des loyers contraignant au Québec. Donc, avec ces questionnements-là, on s'est intéressé sur spécifiquement le recours qui permet de faire fixer le loyer quand il y a un changement de locataire. Donc, les articles pertinents du Code civil, c'est l'article 1950 qui prévoit que on peut faire fixer son loyer quand on est nouveau locataire, puis qu'on paie un loyer supérieur au loyer le moins élevé des 12 derniers mois, les 12 mois qui précèdent le début du bail. Puis il y a l'article 1896 qui donne une obligation au locateur euh, de remettre un avis indiquant l'ancien loyer à la signature du bail. Cet avis-là, il est prévu dans la section G du bail où les dispositions sont écrites, puis où il est supposé écrire l'ancien loyer. Il y a aussi le règlement sur la critère de fixation du loyer qui est pertinent au sens où du moment où on fait la preuve que les conditions sont remplies pour faire fixer le loyer, le tribunal applique le même calcul que lors d'un renouvellement avec comme loyer de référence le loyer de l'ancien bail. Ça fait que c'est la même mécanique que quand on refuse une augmentation, puis que le tribunal, puis que le propriétaire s'adresse au tribunal pour faire fixer le loyer. La méthode qu'on a utilisée, dans le fond, j'ai fait une recherche. Premièrement, c'est une étude jurisprudentielle, fait qu'il y a des limites nécessaires à ça. C'est que ça exclut les situations qui n'ont pas fini par faire l'objet d'une décision. Donc, c'est avec un type d'étude jurisprudentielle, ça ne nous permet pas de voir qu'est-ce que ça a comme impact, ces dispositions-là, sur les dossiers qui ne finissent pas au tribunal, mais ça permet plutôt d'analyser comment la loi est interprétée et comment elle est appliquée par les tribunaux. Donc, j'ai pris une période de 10 ans pour sortir les décisions sur Calny qui citaient l'article 1950. Là, on a dû faire un tri puisque, évidemment, il y a des décisions qui citent l'article, mais qui ce pas des décisions qui l'appliquent, là, qui font juste le mentionner. Donc, ça m'a donné 402 dossiers. Je dis dossiers et non pas décisions parce qu'il y a certains dossiers dans lesquels il y a plusieurs décisions qui sont rendues. Donc, je les ai regroupés en. Mais la plupart, c'est juste une décision. Donc, ça a donné 402 dossiers pour lesquels j'ai pris en note là, une multitude là, de données, dont les prix des loyers, le prix de l'augmentation, le prix une fois fixé. Est-ce que la section G était remplie, vide ou contenait une fausse information, etc. Là. J'ai pris plusieurs données pour pouvoir faire une analyse quantitative des décisions. Donc, premièrement, le taux de succès du recours. Dans 60,7 des dossiers, là, la demande était accueillie.
elle était rejetée là, dans 34,8 %, puis un petit pourcentage de 4,5 où ce que le tribunal entérinait une entente qui est intervenue entre le propriétaire et le locataire. Maintenant, pour le nombre de demandes par année, dans le tableau ici, la ligne bleue, c'est les décisions rendues. La ligne orange, c'est des informations que j'ai prises à partir des rapports annuels du TAL sur le nombre de demandes de fixation qui ont été déposées par les locataires. Donc, d'abord, il y a une distance entre eux, là. Ça suggère qu'il y a plusieurs demandes où le locataire se désiste ou ça se règle autrement. Il y a un petit retard aussi dans la courbe là, pour suivre le nombre de décisions demandées à cause des délais là, que ça prend pour que les demandes soient traitées. Puis évidemment qu'en 2020, les délais étaient encore plus longs là, à cause de la pandémie. Là. Le tribunal, pendant une bonne période, a dû arrêter ses activités. Donc, ce qu'on peut constater depuis 2018, c'est que le recours est de plus en plus utilisé. On peut s'attendre à ce que ça monte encore parce que les loyers augmentent vraiment. Donc, moins il y a de contrôle là, au niveau des loyers qui augmentent, puis plus les tribunaux vont être mobilisés par les locataires, puis plus ça va faire une pression aussi sur l'administration de la justice là, en ce sens-là. Euh, puis, ce qu'on constate aussi, c'est que même au point le plus haut, là, en 2022, avec 351 décisions, c'est vraiment une part ridiculement basse. C'est vraiment euh, une part. Les locataires exercent vraiment exceptionnellement ce recours-là. J'ai fait une estimation conservatrice là, du nombre de baux qui faisaient l'objet d'une demande de fixation qui pourrait l'être là, en prenant en 2020, le TAL estimait à 1,3 million le nombre de logements locatifs au Québec. Puis j'ai pris le taux de rotation selon la SCHL au Québec, c'est-à-dire le pourcentage de logements qui font l'objet d'un changement de locataire. Puis ce taux de rotation-là, en 2022, il est même plus petit que les années d'avant. Donc, si on fait un calcul rapide avec les 351 demandes de 2022, c'est même pas 0,20, c'est 0,24 % du nombre de nouveaux baux qui font l'objet d'une demande. Donc, on ne s'étonne pas que les propriétaires se permettent d'augmenter aussi drastiquement les loyers parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que les locataires exercent leur recours pour le faire fixer. Maintenant, au niveau là, de la section G, ce qu'on remarque aussi, c'est que si on additionne le nombre de dossiers dans lesquels la section G était vide, c'est-à-dire l'avis obligatoire n'était pas remis, ou contenait une fausse déclaration, ça fait un total de 69,6 % des dossiers dans lesquels le locataire ne respecte pas son obligation légale prévue à l'article 1896 de remplir la section G ou de remettre l'avis. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Il y a une disposition pénale dans le règlement qui s'y est appliquée, peut leur donner une amende, mais cette amende-là ne va pas au locataire. Puis on a répertorié une seule décision où elle avait été demandée, puis finalement, les locataires s'étaient rétractés. Donc, il n'y a pas de situation où il y a eu des sanctions associées euh, à la violation de leur obligation. Puis aussi, ce qu'on voit avec la section G, c'est que ça change l'exercice du recours. Donc, à l'alinéa 2 de l'article 1950, il est prévu que quand la section G est remplie, les locataires ont 10 jours à compter de la signature pour exercer leur recours. Quand elle est vide, ils ont 2 mois à compter du début du bail. Et quand ils contiennent une fausse information, ils ont 2 mois à compter de la connaissance. Donc, ce qu'on peut voir déjà avec le 10 jours à compter de la signature, déjà, même le 2 mois, on s'entend que c'est des délais extrêmement courts. Quand on pense que le délai de prescription dans les matières civiles, de manière générale, est de 3 ans, on se demande qu'est-ce qui justifie qu'on ait seulement 2 mois pour exercer le recours et même 10 jours dans les cas où la section G est remplie. Avec le délai de 10 jours aussi, il y a un aspect pernicieux, le fait que le 10 jours commence à compter de la signature. Mais de manière générale, on signe un bail plus que 10 jours avant son début. C'est-à-dire que ça fait en sorte que pour exercer le recours quand la section G est remplie, dans la grande majorité des cas, il faut exercer le recours avant d'avoir mis les pieds dans son nouveau logement. Donc, la crainte des représailles, la crainte de ne pas se faire donner accès au logement,
est un gros frein aussi à l'exercice du recours. Euh, puis aussi, ce qu'on voit, c'est que pour être relevé du défaut d'avoir respecté ces délais-là, il faut démontrer une impossibilité d'agir. Puis, dans toutes les décisions où on a vu que les locataires ont essayé d'être relevés du défaut, il n'y a pas une décision où le tribunal a accordé cette demande-là. Il y avait une décision justement dans laquelle le locataire justifiait son délai en disant qu'il avait signé le bail puis que la propriétaire avait promis de faire des petites rénaux. Fait qu'il attendait qu'elle soit faite avant de le déposer pour qu'il fasse les rénovations nécessaires pour que le logement soit bien habitable. Mais il n'a quand même pas pu, c'était pas un argument là, accepté. Ensuite, quand on voit que le délai de 2 mois à compter du début du bail, quand que la section G est vide, ça fait en sorte que même si on ne détient pas l'information nécessaire pour exercer le recours, laquelle information le locataire est tenu par la loi de vous donner, il y a quand même un compteur qui compte, puis après 2 mois, le recours ne peut plus être exercé. Fait on s'entend que ces conditions-là favorisent incitent les proprios à ne pas respecter leurs obligations parce qu'ils disent ah, ben, si je ne donne pas l'information, j'attends juste 2 mois, puis là, l'augmentation que j'ai donnée va perdurer, puis il n'y aura plus moyen de l'enlever. Donc, ça, c'est pour la section G, les délais. Maintenant, au niveau des augmentations, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, ces données-là concernent les décisions qui ont été acceptées, là, que la demande a été acceptée. Euh, la moyenne d'augmentation inscrite au bail était de 24,4 dans tous les dossiers. Puis une fois fixée, là, la moyenne est de 1,2. Une fois fixée, en fait, si le locataire n'a pas fourni ses pièces justificatives pour le formulaire ARN, le tribunal le fixe au prix de l'ancien loyer et si il justifie, ben, il peut avoir une légère augmentation, mais fait ce qu'on voit, c'est que les propriétaires veulent en moyenne là, près de 25 ils demandent en moyenne près de 25 d'augmentation quand il y a un changement de locataire selon les données des décisions qu'on a analysées. Puis, on peut voir aussi là, dans le deuxième tableau, ben, dans le graphique, que à compter, là, à compter de 2015, là, à chaque année ou presque, là, les augmentations sont de plus en plus grandes. Maintenant, la preuve mobilisée, ce qu'on peut voir, là, c'est que la meilleure preuve pour faire la preuve. Ces données-là concernent les dossiers dans lesquels la demande a été acceptée, mais la section G était soit vide ou contenait une fausse information. Parce que quand que la section G est pleine, il n'y a pas de preuve à faire. On a juste à prendre le montant qui est écrit dans la section G. Donc, la meilleure preuve, c'est d'avoir en main le bail précédent. Il y a aussi possibilité, là, ce qui est intéressant, c'est de fouiller dans les décisions du tribunal quand il y a une décision qui a été rendue dans l'année précédente concernant le loyer, ça fait la preuve là aussi du bail. Maintenant, au niveau du oui-dire non contesté, ce que j'ai compilé dans ces données-là, qui représentent 23,4 c'est quand que les locataires avaient entendu euh, soit de l'ancien locataire, soit de la part de voisins, le prix de l'ancien bail, qui ont emmené ça au tribunal, puis que le locataire ne s'est pas opposé ou a admis que c'était bel et bien le prix de l'ancien bail. Après ça, bon, ben, il y a plusieurs décisions. Je vais passer plus vite là-dessus. Vous pourrez aller voir en détail le rapport si vous voulez voir pour ça. Maintenant, pour les demandes qui ont été rejetées, le motif principal de rejet, c'est d'avoir été hors délai. Comme on a vu, les délais sont extrêmement courts. Ben, excusez-moi. Donc, quand on additionne le hors-délai du jour, le hors-délai 2 mois du bail et le hors-délai 2 mois de la connaissance, dépendamment de la section G, ça fait un total de 47,2 des demandes qui sont rejetées pour le non-respect des délais. Ensuite vient l'absence du locataire. Donc, même si le locataire exerce son recours, ben, on est, les locataires, ils ont une vie, ils travaillent, peut-être qu'ils ne peuvent pas aller au tribunal, ils peuvent avoir d'autres obligations qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre de compléter les recours qu'ils entreprennent. Euh,
Ensuite, la question des logements vides. Comme on l'a vu dans le libellé de l'article, l'article 1950 dit qu'on peut faire fixer le loyer lorsque il est supérieur au loyer le moins cher payé dans les 12 mois qui précèdent le début du bail. Ça fait en sorte que, il y a une espèce de vide juridique pour quand que le loyer était soit occupé par le locataire ou qu'il était vide durant les 12 mois précédant le début du bail. Ce qui fait que de manière quasi systématique, dans ces situations-là, le tribunal va dire que les conditions ne sont pas remplies pour faire fixer le loyer. À ce niveau-là, même en commission parlementaire à l'automne, la Corpic euh, soulevait, il disait nos propriétaires sont obligés de laisser leur logement vacant pendant 12 mois pour remettre leur loyer au prix du marché. Euh, donc, c'est comme un peu une aberration, surtout dans le contexte là, où ce qu'on voit qu'il manque de logements, que les propriétaires, pour pouvoir monter leur loyer, laissent des logements vides. C'est quelque chose où il y aurait lieu de leur donner des pénalités. Là, en tout cas, je ne vais pas développer plus là-dessus, mais là-dessus, sur cette question-là, il y a une décision très intéressante qui a été rendue en 2020 où le juge, c'était une situation où le propriétaire occupait le logement dans les 12 mois qui précèdent le début du bail. Donc, ben, pour le premier point ici, là, c'est ce que je disais déjà, j'avais oublié de changer la diapo. Mais pour c'est ça, Waljack contre Jaramillo, le juge a dit, avec respect pour l'opinion contraire, le sous-signé ne peut concevoir et faire droit à la prétention à l'effet que la fixation du loyer serait impossible par le biais de l'article 1950 lorsqu'il s'est écoulé plus de 12 mois depuis la fin du bail antérieur. Donc, pour fixer le loyer, ce juge-là a utilisé d'autres éléments du règlement sur les critères de fixation de loyer. Et il a utilisé la définition du logement comparable pour établir un loyer de référence. Le logement comparable, qui est un logement équivalent dans le même immeuble ou dans un immeuble équivalent doté de services, accessoires et dépendances comparables. Donc, de la même manière que les dispositions sur les fixations de loyer, c'est des dispositions d'ordre public qui sont supposées favoriser une espèce d'équité puis d'aller contre les rapports contractuels généraux qui s'appliquent. Donc, il y a moyen de faire des interprétations qui permettent là, d'appliquer la fixation dans des cas où ils ne sont pas expressément prévus par le législateur. Euh, Encore par rapport à cette limite législative-là, en 2021, il y a il y a une modification de l'article 1896 qui est entrée en vigueur, qui dit que quand aucun loyer n'a été payé au cours des 12 mois précédant le début du bail, l'avis obligatoire doit indiquer le dernier loyer et la date de celui-ci. Quand ça a été adopté, je pense que ça a été proposé par un parti d'opposition. Puis, en allant voir les débats parlementaires, on voit qu'il y a aussi eu une demande pour modifier en fonction de cette modification l'article 1950 pour permettre la fixation aussi, modifier le recours qui vient avec l'avis, mais le gouvernement n'a pas accepté de modifier de façon correspondante l'article 1950. Donc, l'apparence de vide juridique subsiste. Puis, suite à l'adoption de cette modification-là, il y a des décisions qui ont été rendues qui au même effet que les conditions ne sont pas remplies à l'exercice du recours. Mais en s'inspirant là, de la décision de Wajak contre Jaramillo, puis en utilisant un peu le nouvel article 1896, il y aurait moyen d'essayer de convaincre un juge qu'on pourrait utiliser, par exemple, le loyer qui est indiqué dans l'avis. Euh, euh, puis par exemple, faire la fixation pour les 2 années, là, le calcul. Bon, maintenant, il y a un autre courant jurisprudentiel qu'on a vu. À force d'avoir des décisions, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de demandes où la juge établissait que les conditions étaient remplies pour fixer le loyer, mais qui reportait à une audience ultérieure la fixation. Euh, puis là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il disait nommément que c'était pour permettre au locateur de fournir ses pièces justificatives,
Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai comparé les motifs pour reporter l'audience. Fait que sur le deuxième tableau, on voit ici que en orange, le motif n'est pas celui de permettre au locataire. Fait que ça peut être il manque un- il manque de temps ou plusieurs autres motifs. Puis la ligne bleue, c'est quand c'est expressément pour permettre au locataire de fournir ses pièces. Puis là, je suis allé fouiller dans ces décisions-là. Puis ce que j'ai vu, c'est que ça s'est basé. J'ai l'exemple de Aldonzar contre Pogna dans lequel le juge dit le dossier sera référé pour fixation devant un greffier spécial comme la jurisprudence le permet. Puis dans cette décision-là, il cite les décisions l'évêque Kamal, Yordanov, Boudreau et Missouni contre René. Mais dans ces décisions-là qu'il cite, la décision est reportée non pas parce que le propriétaire n'a pas remis ses pièces justificatives, mais parce qu'il n'a pas remis son avis obligatoire. Donc, c'est une interprétation erronée de ces jugements-là qui amène à des situations où, quand que le locataire a rempli son fardeau, le propriétaire était dûment convoqué, il aurait pu les amener, ses pièces justificatives, à la fixation. Mais là, on confère un avantage au propriétaire en lui permettant une audience, en lui permettant d'avoir une deuxième audience. Pendant les mois qui séparent les deux audiences, le locataire doit continuer à payer le prix trop cher du loyer pour lequel il a prouvé qu'il méritait une fixation. Donc, donc ça, c'est pour le nouveau courant là, qui permet au propriétaire d'avoir un délai supplémentaire pour faire augmenter son loyer. Maintenant, au niveau de la défense du locataire, on s'entend que de manière générale, ils viennent dire en cours que ils ont ajouté au prix du marché. Ça, le tribunal refuse systématiquement cet argument-là. Au niveau des rénovations, le tribunal généralement va dire les rénovations doivent être prises en compte dans le formulaire ARN, mais il y a une exception, c'est que euh, quand, euh, quand les rénovations sont telles qu'il en résulte un nouveau logement. Maintenant, pour les critères du logement nouveau, c'est flou, il y a peu de décisions. J'ai un exemple où le tribunal a accepté qu'il s'agissait d'un nouveau logement parce qu'il avait strippé la maison, il avait fait beaucoup de rénaux, mais il n'y a pas assez de jurisprudence pour savoir les critères exactement, mais c'est pas. Qu'est-ce qui détermine que c'est un logement nouveau ou pas? On s'entend que, à mon avis, peu importe l'ampleur des rénovations, ça devrait être dans le formulaire ARN, mais il y a cette petite brèche-là que le tribunal a ouvert là, sur la question du logement nouveau que je ne m'attendrai pas plus longtemps parce que, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence dessus. Ensuite, sur la question du loyer de faveur, il y a plusieurs propriétaires qui essaient de soulever ça, mais le tribunal rappelle que ce n'est pas le sens commun du loyer de faveur, mais c'est un article du règlement de fixation du règlement sur la fixation de loyer. Puis il faut soit que l'ancien locataire était un allié ou un employé du locataire, soit que le locataire était son soutien ou que l'immeuble a été transmis par succession, et puis que le loyer découle de la gestion inadéquate de l'immeuble. Ensuite, le plus important, quelque chose de très important qu'on a vu dans cette étude-là, ne relevait pas directement des données, mais revenait vraiment du peu de nombre de décisions et du nombre de demandes. Comme j'ai dit plus tôt, là, il y a un nombre insignifiant de nouveaux baux qui font l'objet de nouvelles demandes, en moyenne 0,12 par année. Maintenant, en s'interrogeant sur le non-recours, c'est sûr que le non-recours peut venir de la non-connaissance du recours. Euh, mais le non-recours peut aussi résulter, la non-demande peut résulter d'un calcul coût-avantage euh, euh, à l'exercice d'un recours. Donc, le coût d'entrée financier, matériel ou cognitif dans le dispositif de demande qui peut apparaître de fait plus élevé que les bénéfices entendus. En l'espèce, on s'entend que l'exercice du recours implique de commencer sa relation avec son nouveau propriétaire par un conflit total. Il peut avoir la crainte des représailles, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Donc, c'est un gros frein, selon nous, à l'exercice du recours qui fait qu'on peut comprendre qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Maintenant, pour conclure, évidemment, un registre des loyers obligatoire permettrait euh, euh, de contrôler le fait que, comme on a dit plus tôt, il y a près de 70 des décisions dans lesquelles les propriétaires soit ne donnaient pas l'avis obligatoire de l'ancien loyer.
soit émettait une fausse information. Mais selon moi, un registre des loyers, c'est sûr que ça permettrait de faciliter le recours à ce niveau-là, mais ça ne viendrait pas là, modifier tous les obstacles à l'exercice du recours qui existent, notamment le fait qu'il repose sur le dos des locataires. Ça ne devrait pas être aux locataires de faire exercer le contrôle des loyers. Donc, il y a une petite proposition, ce serait de changer le fardeau en obligeant, en fait, en interdisant les augmentations qui soient supérieures à l'indice, puis en faisant en sorte que le recours, ce serait au locateur de faire la demande pour justifier une augmentation à cause de, par exemple, de rénovation ou ça, dès que le locataire veut faire une augmentation qui est supérieure à, euh, à l'indice, par exemple, lui devrait s'adresser au tribunal pour justifier son augmentation. C'est sûr que c'est une proposition qui est circonscrite au recours, puis que c'est pas une solution qui s'adresse là, à l'ensemble du problème là, du contrôle des loyers, puis, puis la crise du logement, mais déjà d'enlever le fardeau au locataire, puis d'instaurer un contrôle qui serait obligatoire des loyers, ça réglerait les trucs à ce niveau-là. Puis c'est sûr que les propriétaires pourraient ne pas respecter ces dispositions-là, mais d'imposer, disons, des dommages d'intérêt pourrait aussi des dommages d'intérêt automatiques aux locataires, ça pourrait réduire les ardeurs des propriétaires qui ne voudraient pas respecter la loi. Donc, voilà pour ma présentation. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir mon rapport. Il est disponible sur le site du Crash là, dans l'onglet des publications. Merci beaucoup, Félix, pour ta présentation. C'était vraiment très, très clair. Est-ce qu'on passe directement peut-être aux remarques à l'intervention de Martin Blanchard du RECLAC pour commenter un peu ce rapport? D'accord, merci Chloé. Premièrement, Félix, c'est un super rapport. Je pense qu'il va faire date et il va beaucoup aider le regroupement et les comités logement à argumenter nos positions. C'est formidable, là. C'est pas facile pour nous de prendre le temps de faire une analyse aussi en profondeur des jugements. Alors, d'avoir des alliés comme ça qui ont les mêmes préoccupations, c'est inestimable encore. Merci encore. Euh, Juste peut-être pour les gens qui ne le savent pas, le RECLAC est le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Et on se fait un devoir d'être le porte-parole et de défendre les locataires, principalement à faible revenu. Et derrière chaque statistique qui a été présentée par Félix, il y a des ménages, il y a des vies qui sont brisées par des histoires très difficiles. Et ben, on accompagne ces gens. Et évidemment, on veut des changements à la loi parce qu'on ne peut pas accompagner tous les locataires qui ont un problème au Québec. On doit changer la loi. Et ça s'inscrit totalement dans notre action. Je voudrais. Combien de temps que j'ai, Chloé, juste pour ne pas déborder, là? Je pense qu'on peut se dire 10 minutes, 10-15 minutes, et peut-être après, on passera Ah, aux questions avec le reste mon Dieu. de la salle. C'est trop court. Oh T'avais... non, c'est énorme, tu Non, sais. c'est OK. Mais alors, Habitué à on se des dit OK. bah, 5-10 minutes, comme tu OK. le... Non, 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 mais je peux parler à l'infini, mais je suis habitué à des 30 secondes de journaliste, là. OK. On va replacer la section J dans son contexte. C'est un peu ce que je me suis donné comme travail, là, de replacer depuis la naissance du RECLAC, de parler un petit peu de d'autres statistiques et de ce que j'ai. Bon, j'ai un mot moins gentil sur ma feuille, là, mais de ce que j'appelle les tactiques des proprios, admettons. Euh, donc, pour placer un peu dans ce contexte, c'est une revendication historique du RECLAC. On est né en 1979 et depuis la naissance du RECLAC, on demande un contrôle des loyers qui inclut un moyen de faire appliquer cette loi-là depuis 1979 qui fait en sorte que le propriétaire ne peut pas hausser les loyers de façon abusive lors d'un déménagement de locataire. Et même, elle existait auparavant, elle a juste été modernisée en 1979. Donc, depuis la naissance du RECLAC, on demande des mesures pour faire appliquer cette règle-là.
Et la section G a été la réponse gouvernementale à l'époque de dire, ben, le propriétaire va être obligé, donc ça va s'appliquer. Et à peu près immédiatement, lors de notre naissance, on a demandé un registre des baux à l'époque. Internet n'existait pas, donc on demandait que les baux soient notariés et qu'il y ait un registre. Et aujourd'hui, on peut tout simplement demander un registre des loyers disponible de façon numérique sur Internet. Et j'irai un petit peu plus dans la faisabilité de cette demande-là tout à l'heure. Alors, c'est important de savoir que c'est une demande historique depuis 46 ans qu'on la demande. Parce qu'on constate que ben, les locataires se font imposer des hausses trop abusives lors des changements, ben, trop abusives, déjà abusives, mais vraiment trop abusives souvent lors des déménagements. Et on constate aussi, tu as évoqué, Félix, des hausses supérieures à l'inflation pour les 2 dernières années. En fait, c'est toujours le cas. C'est de façon constante, les hausses de loyer sont supérieures à l'inflation. Euh, Pourquoi? Parce que ben, les propriétaires veulent battre l'inflation. C'est ça leur but dans leur investissement, c'est de battre l'inflation. Alors oui, il y a des propriétaires qui vont se contenter de quelque chose de raisonnable, mais avec tous ces propriétaires et de plus en plus nombreux avec la financiarisation du logement qui veulent battre l'inflation et en faire un véhicule d'investissement très lucratif, puis on va de plus en plus avoir des hausses qui vont être constamment au-delà de l'inflation. Donc, la solution est tout à fait dans un contrôle des loyers. La solution à ce problème est dans un contrôle des loyers, même si le contrôle des loyers est un bouquet parmi bien des choses, là, même si ce qu'on entend en ce moment, c'est que la solution serait juste de construire des logements puis d'équilibrer l'offre et la demande. Mais ça, évidemment, en tout cas, si vous voulez qu'on en parle, mais je pense que ça ne marche pas. Donc, rien n'a jamais été fait en ce sens, rien n'a jamais été modifié. C'est la même méthode de calcul, les mêmes règles de modification depuis 1979. Bon, il y a eu l'ajout dont tu as parlé là, en 2020, mais qui ne change rien. Évidemment, quand il y a des ajouts, souvent, ça ne change rien. Sauf, et là, on en vient à une partie de ta présentation, Félix, sauf le projet de loi 31, je vous annonce, il a été adopté aujourd'hui à 11 heures. Ça y est, il est maintenant effectif. Donc, c'est fini les sessions de bail. Bon, il y a plein d'autres choses encore. Le logement social, on va détourner l'argent pour du condo abordable. Là. Bon, mais toutes ces choses. C'est fini les règles d'urbanisme. On peut contourner ça n'importe quand. Donc, mais le PL 31 a introduit la possibilité de dommages punitifs lorsque la section G n'est pas remplie. Ça a été un amendement là, durant les études détaillées là, du farfouillis de la ministre. Mais c'est bel et bien dit, si le propriétaire, le locataire, là, le langage, si le propriétaire omet sciemment de remplir la section G. Alors, je pense que Martin Gallier va pouvoir nous répondre. Qu'est-ce que c'est que de sciemment omettre de faire quelque chose? On ne le saura jamais parce que ça n'est, je veux dire, comment peut-on aller dans la tête de quelqu'un pour savoir s'il a sciemment omis? Les propriétaires vont dire, ah, j'ai oublié. Donc, il n'y aura pas de dommages punitifs qui vont être remis lorsque les locataires iront en fixation de loyer. Et de toute manière, c'est très peu, là. Tu sais, un dommage punitif, l'État est extra radin sur les dommages punitifs. Il considère que jamais il faut punir les propriétaires. Et un locataire qui obtiendrait, je ne sais pas, une réduction de 300 de loyer suite à des hausses abusives, euh, au bout de 2-3 ans, ça fait des milliers de dollars. Le dommage punitif de plus, ça ne compte rien dans la balance pour qu'un locataire poursuive son propriétaire. Là. Ça ne change rien, cette disposition-là. Je suis d'accord qu'il faut trouver une façon de punir les propriétaires, mais la façon qui est dans le projet de loi 31, ne vous faites pas tromper ou berner par ce que dit la ministre, c'est de la poudre aux yeux. Il reste que, selon ton étude, Félix, on a 69,6 des locataires dont la section G n'a pas été remplie. Vivre en Ville a publié un sondage léger récemment qui montre que c'est 80 Donc, bon, la réalité est assez proche de cette estimation-là des causes introduites au TAL. Il faut le comprendre, on est dans une situation d'impunité totale. Et ce n'est pas quelques virgules de plus dans un code civil déjà foutrement complexe pour les locataires qui va changer de ça. Vivre en Ville offre un registre des loyers entièrement fonctionnel, gratuit au gouvernement du Québec. Il n'y a aucune raison de ne pas rendre transparent les coûts des loyers.
Quand vous achetez une pinte de lait, ce n'est pas inconnu le prix. Là, vous connaissez le prix de la pinte de lait avant d'aller le chercher. L'immobilier est un des rares domaines où on n'a aucune idée du prix des choses, puis après, on l'apprend au moment où on signe un contrat, finalement. C'est complètement absurde. Donc, le gouvernement n'a aucun argumentaire pour refuser le registre des loyers de vivre en ville, mais il a le pouvoir, donc il n'y a pas besoin d'argumentaire, il y a juste à le refuser. Alors, la dernière section dont je voulais parler, c'est au niveau de la réalité sur le terrain de la section G, comment les propriétaires, moi j'ai appelé ça, écoutez, je vais dire là, les crosses des proprios, on va dire les tactiques des propriétaires pour contourner tout ça. Tu l'as évoqué de façon très intéressante, très, en tout cas, tout à fait pertinente, Félix, les représailles des propriétaires. On a un exemple d'une locataire dans Petite Patrie très récemment qui a fait les journaux. Donc, une section G pas remplie. La locataire, elle a 10 jours à ce moment-là. Elle a fait une demande de fixation de loyer. Ben, le propriétaire a mis son père à sa place dans le logement. Or, à ce moment-là, le tribunal, lui, il dit, moi, je ne peux pas évincer quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre. Donc, elle a perdu son logement. Et là, il faut qu'elle fasse un nouveau recours en dommages-intérêts. Ça, c'est des super locataires. Elle l'a fait, elle a obtenu 10 000 $. Mais tu sais, ça prend des super locataires pour vraiment se battre. Tu sais, tu as perdu ton logement, tu ne l'as pas, il y a l'autre te menace. Qui va aller au tribunal? Bon, ben ça, des représailles, c'est un gros morceau. Un autre, c'est de ne pas donner le bail après signature. Le bail est signé, on a 10 jours pour exercer un premier droit, il ne remet pas le bail. Il le remet beaucoup plus tard, les droits sont éteints. Puis le locataire, pourquoi il demanderait le bail? Il veut son logement, là, son logement, il veut l'avoir son logement au premier du mois. On donne un montant au locataire qui quitte pour un faux bail. Donc, on fait signer un faux bail et on donne plusieurs milliers de dollars au locataire pour qu'il signe ce faux bail puis qu'il accepte de jouer le mensonge. On donne aussi des montants au locataire pour une clause de non-divulgation. Donc, on n'ira pas jusqu'à faire signer un nouveau bail, mais on fait signer une clause de non-divulgation. Et les locataires signent la clause pour une poignée d'argent. On ne va pas les blâmer pour ça. C'est juste la loi est inapplicable. On ne va pas louer le logement pendant 12 mois. Tu l'as bien évoqué. L'autre chose aussi que j'ai vue, tu as parlé de Réno, là. Ce qu'on voit, c'est le locataire signe le bail, il s'aperçoit que le prix est dégueulasse. Le propriétaire, il dit, écoute, on va dealer quelque chose, là. Je te fais des rénaux, puis tu acceptes ce prix-là. Donc, et ça, c'est des ententes, mais le propriétaire se retrouve quand même avec un loyer de plusieurs centaines de dollars de mois de plus, puis le locataire préfère accepter ce compromis-là plutôt que d'avoir recours à ses droits. On se retrouve aussi avec, bon, ça c'est une nouvelle tactique, là, plusieurs mois de loyer gratuit pour un logement dont le loyer a des hausses abusives en changement de locataire. Donc, le locataire se dit, ben écoute, les 3 premiers mois sont gratuits, fait que je vais fermer ma gueule, je vais l'accepter. On comprend les locataires encore, mais encore là, c'est avantage des propriétaires. On a des fausses rénaux aussi lors des demandes de fixation de loyer quand on se rend jusque-là. Ben, le propriétaire arrive avec des soumissions et le tribunal accepte des soumissions comme document justificatif de rénovation. Il faut que le locataire ait l'œil très aiguisé pour se rendre compte que ce n'est pas une facture de travaux, c'est une soumission. Et j'ai été témoin d'un juge qui accepte des soumissions comme document justificatif. Et finalement, ben, on a toutes ces tactiques de délai au tal, de remise, de remise d'audience, de changement d'adresse, d'impossibilité de contacter le propriétaire, des casiers postaux. Qu'est-ce que tu fais quand c'est un casier postal? Tu sais, un huissier, il n'ira pas porter au casier. En tout cas, toutes ces nombreuses tactiques qui s'échangent sur Facebook dans les clubs de propriétaires. Et on a aussi la non-remise de pièces justificatives. Tu as bien vu, là, Félix, que ça pouvait même ne porter à aucune conséquence juridique, même si la loi est très claire. Donc, voilà qui fait, je pense, un petit portrait de la situation. Et encore une autre fois, Félix, je te remercie pour ce travail et je remercie Martin aussi du soutien, même si je connais ta modestie, tu vas dire que tu n'y es pour rien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Martin. D'ailleurs, on va peut-être passer à une petite intervention de Martin Gallier. Donc, je le présentais au début, mais
il s'est connecté au début de la présentation de Félix, qui est donc professeur du département de sciences juridiques à l'UQAM. Est-ce que Martin, tu veux commenter, rebondir sur la présentation de Martin Blanchard au RECLAC ou sur les résultats aussi de Félix sur le dossier? Je veux juste féliciter Félix pour le boulot. Je veux aussi qu'il arrête de dire on a fait ceci, on a fait cela. C'est lui qui a fait qui a fait tout le travail. Donc, absolument pas. Moi, j'ai déjà fait mes commentaires à Félix, donc je serais plutôt curieux d'avoir les retours des autres personnes participantes. Mais je tenais à remercier aussi Martin parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et il y a juste un point sur lequel je suis un peu comme les propriétaires pour ma part et je trouve que la sanction, ça marche bien des fois. Et je me dis que si un jour on avait un parti même minimalement réformiste qui arrivait au pouvoir, ou en tout cas qui ne soit pas un porte-parole systématique des propriétaires, euh, euh, si vous voulez, en tout cas si on reste vraiment centré sur l'article 1950, si vous voulez le rendre efficace alors que la preuve est faite par Félix, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Mais là, en tout cas, on a un faisceau d'indices qui, c'est à eux maintenant de prouver le contraire, que ce n'est pas un échec total, parce qu'il n'y a pas de recours et il y a pas de sanction. Donc, c'est un échec total. Donc, si un parti de gauche, non, ou enfin, je veux dire, même le plus réformiste qui soit, voulait changer les choses, il y a des mécanismes tout bêtes. En fait, moi j'y crois, ces histoires de si on met si on donne 3 mois de loyer, par exemple, quand tu as omis de le remplir, 4 mois quand tu as fait une fausse déclaration, je pense que ça t'incite un peu en tant que locataire à faire des recours. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire ni quoi que ce soit, mais à court terme, ça fait un petit effet. Et puis s'il y en a 10 qui font un recours dans l'année, je pense que les autres propriétaires vont être un peu plus réticents. Donc il y aurait déjà un petit peu plus de recours et peut-être un peu moins de clauses vides. Et je suis entièrement d'accord avec Martin pour dire que bon, ça ne règle pas au final tout le problème. Donc voilà, en tout cas, bravo Félix pour tout ce boulot. Vraiment, je suis d'accord avec Martin que des alliés comme ça, ils sont trop rares et on en a besoin. Super. Ben, merci beaucoup pour votre Ah, participation. juste un truc auquel j'y pense, mais je pense que tu le sais, Martin ou Félix. Mais en France, par exemple, les logements vides sont taxés fiscalement. Ça existe, cette disposition. Puis, dernière chose qui sort pas assez souvent sur le contrôle des loyers, c'est d'un point de vue strictement comptable, puisque le Premier ministre est un comptable, qu'est-ce que ça nous fait perdre collectivement de ne pas avoir de contrôle des loyers? C'est-à-dire le nombre de propriétaires qui ne déclarent pas aux impôts les revenus tirés de la location, ça doit se chiffrer en centaines de millions de dollars rien qu'au Québec. Peut-être que j'exagère, disons une dizaine de millions. Alors, je vais me tourner maintenant vers la salle et savoir si vous avez des questions à adresser donc, au rédacteur du rapport. Oui, Mario. Merci beaucoup pour la présentation. Non, j'avais pas de commentaires comme tel. J'ai bien aimé la présentation, pour la présentation, mais j'ai 2 choses à mentionner. Ce que Martin dit, là, une transparence totale de c'est quoi les faits là, avec les locataires, tout ça, puis le locataire. C'est rare, malheureusement, qu'on voit les journalistes présenter de façon complète, hein, non biaisée, même quand le Frappu ou le Réclac, quand on voit vos trucs sur les trucs que les journalistes font, là, c'est souvent de façon à moitié superficielle. C'est souvent aussi, on sent que, bon, on va les mettre, eux autres là, parce qu'il faut les mettre, là, tu sais, le Frappu, puis il y a comme un préjugé négatif, là. En tout cas, ça existe depuis des années, puis c'est totalement dommage. Les journalistes ne font pas leur travail à ce niveau-là depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, pourquoi que le prix des maisons, il faut s'entendre que le prix des maisons puis le prix des locations, c'est intimement relié. Je pense que si on avait eu un contrôle des 2 dernières décennies du prix des logements, le prix des maisons ne serait pas aussi élevé qu'il est à l'heure actuelle. Alors, merci beaucoup. Merci Mario pour ton commentaire. Est-ce que on passe peut-être à la question de Véronique Lafleur? Puis on demandera vos réactions ensuite. Oui, Véronique.
Oui, donc moi je suis très contente d'être là. Je suis une citoyenne un peu enragée et engagée. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des locataires. Donc, ce qui m'amène à m'intéresser à vos démarches. Et je vous remercie beaucoup de la présentation, puis vous êtes penché sur effectivement cette problématique-là, parce qu'il m'était arrivé d'approcher des partis politiques en disant, coucou, on pourrait-tu faire quelque chose sur cette clause-là? Et j'ai eu un silence radio. Donc, je suis contente, monsieur Félix et Martin, professeur et Martin du regroupement, de voir que vous vous y intéressez. J'étais super contente de voir donc les données que vous donnez. J'ai plusieurs questions, mais pour faire court, j'ai comme envie de vous poser la question, est-ce que dans vos démarches, comme là, entre autres, M. Blanchard, vous dites que ça fait depuis le début que vous vous intéressez au contrôle des loyers. Moi, l'angle qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faciliter l'exercice des recours? Donc, moins axé sur le contrôle des loyers ou sur par exemple, le registre des loyers, mais se dire que, justement, le 10 jours est inacceptable, le 2 mois est inacceptable. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas adresser davantage cet aspect-là, sachant que, et j'aime beaucoup votre chiffre, M. Généreux Marotte ou Marcotte, de dire qu'il y a juste 0,24 % des gens qui exercent le recours. Donc, ce qui est beau avec cette donnée-là, d'abord, elle est ridiculement faible, mais on sait que les gens ne les exerceront pas, leur recours, parce que ça prend une personnalité pour exercer ces recours. C'est pas facile, c'est très exigeant d'exercer un recours. Donc, ça, c'est aller chercher un droit qui coûte à peu près pas grand-chose, ni au gouvernement, ni aux propriétaires, parce que dans la vraie vie, ça ne changera pas tant que ça de choses, mais ça va changer des choses pour ceux qui ont le guts, la personnalité, la témérité, là, je mets plein de mots pour dire ceux qui vont vouloir y aller. Parce qu'effectivement, 10 jours après la signature, les avis d'éviction, c'est le 31 décembre. Le début des avis d'augmentation, c'est janvier, février. Donc, si tu as un bail, tu vas savoir, tu le signes, tu es en janvier, tu es en février, tu as 10 jours pour exercer ton recours. D'abord, il faut que tu le connaisses avant de signer ton bail. Il faut que tu saches où aller, tu connaisses la procédure. Il faut déjà que tu sois extrêmement habile dans le contexte juridique ou tu es allé voir ton comité de logement. Et là, finalement, ça voudrait dire, puis vous l'avez mentionné dans votre présentation, ça veut dire que tu commences, avant d'avoir les clés, tu es déjà en train d'exercer un droit. Tu as 1000 occasions pour avoir ton bail. Pourquoi ne pas avoir le culot de dire on veut un 6 mois pour l'exercice de ce recours-là? Pas 10 jours, pas 2 mois, 6 mois. Ça correspond aux 6 mois pour l'éviction, c'est-à-dire que le 31 décembre, en fait, le propriétaire doit dire 6 mois avant la fin du bail qu'il veut. J'ai éviction, mais je devrais dire reprise de logement. C'est comme ça que c'est mentionné. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'audace d'aller chercher ce même 6 mois-là pour le locataire dans l'exercice de son recours quand la fixation de loyer semble abusive? Je lance ça, c'est peut-être gros 6 mois, mais je l'appuie sur un droit du propriétaire. Ça se peut-tu, ça? Puis l'autre question, c'est pourquoi 10 jours versus 2 mois? Pourquoi on n'est pas capable? Si on n'est pas capable d'aller chercher 6 mois, parce que c'est peut-être trop gros, mais pourquoi on n'est pas capable d'avoir une équivalence? Déjà 2 mois, même quand elle est remplie, pourquoi on fait une distinction remplie puis vide? Là, je m'arrête là-dessus parce que je pense que déjà, j'ai pitché une couple d'idées, puis je suis curieuse de vous entendre, parce qu'en fait, il y a les joueurs, je trouve ça le fun, il y a des avocats, il y a un militant, puis il y a un prof. Fait que la table est belle. Oui, ben, je peux y aller. Ben, évidemment que je ne serais pas contre d'allonger ces délais-là, mais vous l'avez dit vous-même, au sens où ça prend du guts et de l'initiative pour exercer ces recours-là, puis que les gens, dans les faits, ne le feront pas tant plus si on allonge ces recours-là. Puis un bail qui n'est pas fixé, ça n'a pas juste des conséquences pour la personne qui va habiter là, ça augmente le loyer pour toujours pour le parc locatif après. Donc c'est pour ça que je pense que ça prendrait des solutions plus structurantes dans lesquelles le fardeau de faire respecter le contrôle des loyers ne serait pas sur le dos des locataires. Il faudrait que le contrôle soit obligatoire,
Puis évidemment que tant que ça, c'est pas fait, ben, allonger les recours faciliterait aussi le recours, ça pourrait permettre à plus de monde de l'exercer, mais je pense pas qu'en soi, ça aurait un gros impact sur le non-recours euh, à ce droit-là. Puis je pense que ça prend des solutions plus structurantes que de modifier la procédure, là. Ouais, je vais rajouter aussi, Félix, en replaçant encore dans le contexte historique tout ça. euh, euh, on n'a jamais eu autant de momentum pour le registre des loyers en ce moment. C'est pas parce que la revendication elle a 46 ans qu'elle est. Si, mettons que ça marchait moins, là, j'aurais dit, ouais, c'est vrai que ça commence à pas marcher notre affaire, mais ça marche plus que jamais. Il y a beaucoup de maires qui ont signé une déclaration demandant à Québec de faire un registre des loyers. La ville de Montréal qui a essayé d'en faire un puis qui a dit non, finalement, je renvoie ça à Québec. Donc, Québec est pas mal encerclé, là. Mais des luttes de même, il faut quand même se dire c'est sur plusieurs années. Mais pour moi, cette revendication-là, elle n'a jamais été aussi, moi je dirais, elle n'a jamais reçu autant d'appui, d'alliés, de soutien. Disons-nous que si elle était mise en place, l'impact d'un registre serait immense. Parce que là, les propriétaires seraient beaucoup plus gênés de faire des hausses abusives, sans qu'il y ait sans aller vers le recours, puisque les difficultés du recours, on l'a souligné. Par contre, ça n'empêche pas de renforcer le recours. Ce n'est pas parce qu'il y a un registre qu'on ne doit pas renforcer le recours. Donc, et là-dessus, le 6 mois est une très bonne suggestion, mais en même temps, je suis plus d'accord avec celle de Félix, qui est de 3 ans. C'est-à-dire, le 3 ans, c'est la péremption de tes droits, de tes recours en droit. Donc, ça me paraît encore plus logique de parler de 3 ans. Et il ne faut pas oublier que quand on renforce le recours, au niveau de la loi, il faut aussi renforcer le tribunal. Il faut que le tribunal ait plus de possibilités d'accès, alors qu'on ne fait que fermer on ferme des succursales du TAL, là, des bureaux du TAL. Il faut en ouvrir plus, il faut qu'il y ait plus de juges, il faut qu'il y ait des accompagnements des travailleurs sociaux. S'il y a plus de recours, il va y avoir plus de monde en cours, puis il va falloir qu'on renforce le tribunal. Il va falloir aussi qu'on renforce tout le réseau des cliniques d'avocats, de l'aide juridique. Si on fait juste renforcer un recours, mais qu'on ne fait rien, ce recours-là ne va pas renforcer grand-chose. Donc, c'est tout un système après ça qu'il faut renforcer, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut renforcer le recours. Par contre, pour moi, le registre des loyers et le contrôle obligatoire des loyers qu'a évoqué Félix, en ce moment-là, ce sont des revendications qui font beaucoup de chemin publiquement. Merci pour vos interventions. On passe peut-être à la question de Thomas Savy. Si tu veux poser ta question, je ne sais pas. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. OK. C'est ça, je m'appelle Thomas, je suis intervenant au comité logement à Bas-Saint-Laurent. Je pense que, un peu comme Martin l'a dit, là, c'est un rapport comme ça va nous servir comme très directement. Puis je me lance parce que justement, c'est une question assez pointue parce que j'accompagne des locataires c'est ça, pour une audience en fixation de loyer, pour une section G qui n'a pas été complétée. Puis je me demandais, ça a piqué ma curiosité, tu sais, d'utiliser un loyer comparable comme point de référence. Est-ce que c'est seulement utilisé quand, dans les 12 derniers mois, ce loyer-là n'a pas été habité ou de manière générale, ça peut être utilisé parce que j'en étais pas au courant, puis je trouve ça quand même intéressant là, de. Oui, c'était une situation, c'est dans une seule décision, là, comme je disais, la plupart de manière quasi systématique, le tribunal rejette le recours quand que les 12 mois, il n'y a pas eu de loyer payable, mais il y a un juge qui a décidé il a interprété ça de manière à ce qu'il faut fixer, il a utilisé le logement comparable. Je pourrais, dans le rapport, il y a une bonne. J'ai mis un extrait de la décision qui explique bien son raisonnement, comment il a. Euh, co- comment il a décidé de fixer, mais en gros, il a dit que en gros, il a dit que c'est pas parce que le libellé de l'article dit dans les 12 derniers mois qu'il n'y a pas lieu de fixer, puis que c'est au locataire de démontrer
combien qu'il vaut le logement, puis il a utilisé... en fait, parce que dans cette situation-là, c'était la propriétaire qui était locatrice avant. Puis c'est ça, il s'est référé à la question du logement comparable dans le règlement sur les critères de fixation. Fait que je vous invite peut-être à aller voir dans la partie du rapport là, l'extrait de décision où ce qui. Ouais, ma question, c'était peut-être plus, mettons que le logement a été habité, mais qu'on n'a quand même pas accès à l'ancien loyer, puis que le oui-dire non contesté, il ne marche pas, puis tout. Est-ce que utiliser le référent comme un loyer comparable, c'est quand même... Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, c'est vraiment pour quand il n'y a pas il y a pas de loyer qui a été payé. Mais dans une situation comme ça, vous pouvez faire une demande pour que le tribunal ordonne au propriétaire de fournir, de remplir son obligation légale, l'article 1896. Hein. C'est ça, un subpénat que tu envoies exigeant au propriétaire d'amener l'ancien bail, finalement. Il s'est fait préparer à ce qu'il l'amène quand même pas. C'est surtout ça. Exact. C'est aussi utilisé, logement comparable, là, tu le vois aussi avec l'application de l'article 1970 là, pour les geeks, mais et lorsqu'un propriétaire évince ou reprend possession d'un logement, puis qui ne met pas sa belle-mère ou qui fait pas il est obligé d'aller demander au tribunal la fixation du loyer. Puis à ce moment-là, le tribunal va regarder les logements comparables. C'est aussi utilisé lorsqu'il y a un loyer de faveur, en tout cas. Puis en règle générale, les locataires amènent leur propre estimation de logements comparables, puis les propriétaires amènent leur propre estimation, puis le juge il tranche entre les deux. Merci. On va peut-être passer, je vois une dernière question. Donc, Véronique Lafleur, c'était une dernière question que vous vouliez poser peut-être à nos panélistes et ensuite on arrive au bout du temps de cette séance des échos du crash. Mais j'étais juste un petit peu curieuse de revenir sur le point précédemment soulevé. J'aimerais peut-être comprendre, parce qu'en fait, ce n'était pas une contestation contre le contrôle des loyers, mon intervention, mais j'aimerais savoir si vos positions, c'est d'aller de l'avant avec le registre des loyers dans la forme actuelle telle que développée par Vivre en Ville. Puis si pour vous, vous trouvez que c'est dans cette façon-là que c'est adéquat. Puis à l'inverse, pourquoi pas aussi, ou plutôt souhaiter que les baux soient clairement, au lieu que ce soit un contrat privé, qui doivent être déposés les baux, soit remplis en ligne ou déposés auprès d'une instance. Est-ce que c'est le TAL? Est-ce que c'est autre chose au ministère là, qui pourrait faire parce que ça permettrait de publiciser le contrat. C'est le contrat qu'il faut publiciser, alors que moi, ce qui me semble problématique, parce que je suis allée voir le registre des loyers, c'est une base volontaire dans sa forme actuelle, dans ce que j'ai vu, c'est une base volontaire du locataire, mais tu peux t'asseoir puis checker les baux, les montants de n'importe quel loyer partout dans ce registre-là. Tu n'as pas besoin d'avoir un intérêt pour la location, pour le bien en tant que tel. Tu peux être informé de tout. Moi, je peux vous assurer que j'avais le goût de le remplir parce que fondamentalement, la notion de contrôle des loyers, ça m'intéresse. Mais dans sa forme actuelle, il est clair que je ne veux pas remplir ça. Puis je vais être la première à dire qu'il ne faut pas qu'il soit mis en ligne de cette façon-là parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un intérêt dans le bien pour avoir de l'information. Une information qui est somme toute personnelle. Tu sais, je ne voudrais pas que... je me suis assise, puis j'ai regardé le registre, puis je me suis mis à checker les loyers dans le quartier. Ça ne marche pas, là. Dans sa forme-là, ça ne peut pas marcher, à mon humble avis. Donc, mais je vous écoute. Bon, je pense que la question s'adresse à moi. On ne s'intéresse pas trop à la forme, Véronique, parce que c'est au gouvernement de nous proposer une forme. Nous, ce qu'on propose, c'est un registre qui permettrait d'appliquer la loi. Évidemment, le problème du registre de Vivre en Ville, c'est qu'il est volontaire. Il serait très facile d'aller chercher
auprès des déclarations de revenus. Les montants des loyers que les propriétaires inscrivent dans leur déclaration de revenus. Ils n'ont pas avantage à mettre un revenu plus cher, évidemment. Ils ne veulent pas payer trop d'impôts. Donc, mais nous, on est tout à fait d'accord avec la protection des renseignements personnels. On a tous ces soucis-là, mais on ne veut pas embarquer dans le piège de comment on va le faire parce que chaque façon de faire a ses plus et ses moins. Et nous, ce qu'on demande, c'est que la loi soit appliquée avec un registre. Et pour ce qui est des façons de faire, ben, on s'assoit, puis on regarde les différentes façons lorsque le gouvernement va être prêt, puis qu'il veut le faire, puis on veut que ça soit bien fait, tout le monde. Puis évidemment. Pour avoir entendu qu'effectivement, les gens poussent beaucoup le registre dans sa forme actuelle, Vivre en ville dit qu'il est parfait, on est prêt à le donner clé en main. Ben, est-ce que vous ne pensez pas que ce que je nomme comme résistance, que j'ai moi-même, peut aussi être une résistance de l'interlocuteur de l'autre bord pour accepter le concept du registre de loyer, alors qu'il est publicisé, qu'il est proposé dans sa forme actuelle? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis ou Je reviens à ce que j'ai dit. Là, pour moi, il ne doit pas être volontaire. Ça doit être un registre des loyers universel de tous les loyers, accessible, gratuit. C'est ça notre revendication. Après, pour ce qui est de la question des renseignements personnels, ben, je comprends ton inquiétude, mais je pense que au-delà du contrat privé, il est question de données publiques. L'acte d'hypothèque d'un immeuble est disponible publiquement. Je peux, pour n'importe quel immeuble qui a été acheté ou vendu, aller chercher l'acte d'hypothèque, avoir l'adresse de la personne qui a acheté, qui a vendu, avoir le montant payé, savoir si elle est mariée ou pas, puis savoir le montant de son hypothèque, puis auprès de quelle banque elle est contractée. Cette information-là est disponible publiquement et elle devrait l'être aussi pour les loyers. Quelle forme lui donner? Encore là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense que la forme finale, ça va être une forme qui va rencontrer toutes les préoccupations de tout le monde. Puis à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'on puisse appliquer la loi. Mais je comprends ce que tu me dis, là. Mais par rapport à la protection des renseignements personnels, je pense que comme dans le cas de l'achat et de la vente d'une maison, ces montants-là doivent être disponibles publiquement. Puis si je peux ajouter, je pense que ce serait un moindre mal que ce soit publiquement disponible parce que si vous dites que la façon que vous le voyez, il faudrait avoir un intérêt pour avoir accès à l'information, ça ferait en sorte qu'on ne pourrait pas avoir l'information du bail tant qu'on n'aurait pas signé un bail déjà avec le locataire. Donc, personnellement, je crois que ça ne serait pas fonctionnel d'avoir un registre des loyers dans lequel il faut avoir un intérêt pour avoir accès à l'information parce qu'on serait toujours dans le noir avant d'avoir signé un bail sur c'était quoi le prix de l'ancien loyer. Puis c'est ça l'intérêt d'avoir un registre des loyers, c'est de le savoir avant de signer. Merci. Merci en tout cas tout le monde pour votre participation. Je pense que je vais clore cette séance ici pour qu'on reste. Les échos du crash, c'est une petite séance du midi, en général assez restreinte en termes de temps, mais on voit qu'il y a encore pas mal à discuter sur cette question-là. Merci beaucoup Félix et les deux Martin pour